Le mystère est nécessaire. Histoire Anthume. Le dégât des eaux. Constat. Ce matin-là, je me retrouvais mort bêtement sur mon tapis de bain. La baignoire débordait sur moi, elle-même baignée par un soleil d'automne encore vaillant. À 80 ans passés, posé sur le côté, replié comme une vieille feuille morte, je me laissais aller à la décomposition sans rien dire, à mourir de ma belle mort, sans prévenir. Je m'étais installé dans cet appartement 60 ans auparavant. J'avais choisi la meilleure vue sur le cimetière, histoire de m'habituer à l'endroit où je passerais bientôt éternellement mon temps. Mais tout dans l'univers n'ayant qu'un caractère désespérément temporaire, j'avais opté pour la location, évidemment. Et mon temps s'était écoulé à attendre patiemment, à guetter les stigmates d'une déchéance annoncée. Pourtant, rien de morbide dans ce choix, car il avait été un vrai choix. La vie m'avait quitté dès le début de mon installation, puisque j'étais venu ici pour enterrer le passé d'une relation amoureuse. Comme d'aucuns se retiraient religieusement sous la robe de bure ou la cornette, je m'étais effacé lentement dans ce logement. Je m'étais appelé Simon Morland, et je crus que ce fût encore moi qui flottais et tournais légèrement au-dessus de ma salle de bain ce matin. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je n'étais plus angoissé comme avant. Tout allait mieux. Je sentais enfin de l'apaisement. État des lieux. Mon premier regard de fantôme se posa sur ma médaille du travail, parfaitement encadrée et qui trônait au-dessus du guéridon. Monsieur Morland Simon, employé de Morlot Frères, pompe funèbre du haut, a, par son travail, mérité, etc. La mort avait été mon viatique, car je l'avais longtemps côtoyée. Elle m'avait fait gagner ma vie et permis de me payer un enterrement de première classe en grande pompe, puis de m'offrir ma concession à perpétuité. Avec elle, j'avais été assuré d'être tranquille financièrement pour un long moment, un très long moment. Et pour un occidental angoissé et inquiet de son devenir comme moi, c'était vraiment la panacée, la réussite ultime. À la signature de mon contrat, Morlot Frères m'avait réservé ce magnifique appartement juste au-dessus de l'entreprise, et plus précisément de la boutique qui accueillait les clients les pieds devant. Cela avait été pour moi leur meilleur argument d'embauche. Le bail me serait consenti jusqu'à mon décès. Je n'aurais eu aucun frais de transport ante et post-mortem. Un vrai engagement, plein de promesses d'avenir, coulé dans le marbre. Une vraie bénédiction pour un type comme moi, qui n'avait eu alors aucune formation particulière, diplôme ou talent à vendre dans le commerce des vivants. Je flottais maintenant dans la salle à manger, salon, et j'admirais mon décor. Vu du haut, il me sembla très beau et douillet, comme l'intérieur d'un cercueil, surtout les tissus aux murs tout capitonnés et aux reflets soyeux. Je flânais en regardant mes meubles, me remémorant ainsi toutes les heureuses occasions de leurs acquisitions. J'avais tout noté dans mon journal intime, que l'on aura retrouvé bientôt, non loin de mon cadavre. J'avais demandé à mes patrons qu'on me plaçât dans mon cercueil. Il était le parfait comptable d'une vie planifiée et chronométrée, d'une vie normée et préméditée. J'avais tout noté jusqu'à mes passages aux toilettes, la couleur de mes selles et mes maladies intimes. Il n'y avait dans cette trace écrite de ma vie que des faits bruts, et aucun commentaire d'humeur ou d'état psychologique. Sans le savoir, j'avais été en avance sur mon temps. J'avais voulu laisser le résumé le plus plat d'une vie d'homme pour les générations futures. À ce jour, la mode était au voyeurisme et à l'exploitation des instincts les plus vils. Ainsi, chacun pouvait devenir célèbre en exploitant son vide intérieur dans les médias, sur les réseaux sociaux, au cinéma, en littérature ou encore dans tous les arts dits plastiques. Cela aurait promis à mon livre un beau succès de librairie, voire un prix Goncourt sans droit d'auteur à verser. Une aubaine pour les éditeurs, mais cela n'avait été nullement mon souhait. J'avais aussi demandé à mes patrons que l'on me passât le plus beau costume de cérémonie de chez Morlot Frères, casquette comprise, avant la mise en bière. Je continuais mon vol plané à travers l'appartement. Toutes les pièces jointes formaient un camailleux de noir, ma couleur préférée, la seule capable d'emprisonner l'insaisissable lumière. Cette couleur me rappelait sans cesse l'espace sidéral, et je pouvais y pénétrer jusqu'au vertige. Seule la salle de bain était garnie de miroirs, afin d'y réfléchir la lumière à l'infini. Aussi je continuais à planer quand soudain un détail affreux me saisit. Je n'avais pas eu le temps de débarrasser la table de mon petit déjeuner. Ce spectacle était hideux. Il s'étalait là sur un plateau d'ébène, dans le désordre et la saleté. Pêle-mêle, tartines et miettes éparpillées, traces de café sur la blancheur maculée de la tasse.
Mes anciens collègues, lorsqu'ils seront venus me ramasser, seront forcément tombés nez à nez avec ce désordre, et cette idée m'était tout simplement insupportable. Je ressentais de l'angoisse. Quel dommage! Alors que je commençais à bien me sentir et à trouver enfin la paix intérieure. C'était pour cela que la quête de ma vie fut de combattre le désordre et le dérangement par tous les moyens. Pour lutter, j'avais réglé ma vie jusque dans les moindres détails, afin de ne pas subir les affres de l'imperfection. Peine perdue. La vie se charge de vous donner la leçon avec ses diableries. J'avais pensé que la mort m'aurait réglé mon compte définitivement. J'avais eu tort. Je m'apercevais que même dans la mort, on pouvait s'inquiéter. C'était un sentiment horrible. Je me rassurais en me disant que sûrement je n'étais pas tout à fait mort pour l'instant. Malgré cela, je n'arrivais pas à m'apaiser. Soudain, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Sans réfléchir, je traversai d'un trait tout l'appartement, puis passai à travers la porte sur le palier. Je m'adressai tout de suite à elle. Bonjour, Madame Paul. Bon, tout d'abord, voilà, je suis mort. Mais cela n'est rien. N'ayez pas peur. J'ai un problème important et... Madame Paul ne m'entendait pas. Elle sonna encore 3 fois de suite et s'adressa à moi à travers la porte close. Monsieur Morland, je vais en course. Avez-vous besoin de quelque chose? Elle fit quelques pas sur le palier et scruta l'escalier en grommelant ces mots. Personne. Ça alors, je ne comprends pas. Normalement, à cette heure-ci, il est chez lui. C'est bizarre quand même. J'eus beau crier très fort. Madame Paul, je suis là. Coucou, madame. Paul, oh oh. Je tentai de lui saisir le bras, mais ma main la traversa à chaque tentative. J'eus l'idée d'ouvrir ma porte en grand afin qu'elle entrât. La préhension de tout objet m'était particulièrement impossible. Madame Paul se mit à descendre l'escalier, son cabas à provisions au bras. Désespéré, je regagnai en planant ma chambre. Le constat était cruel. J'étais seul, invisible et inaudible désormais. J'attendais pour m'apaiser dans le noir profond de ma chambre, où je filais et où trônait mon lit sur une estrade. Je tentais de m'y éloigner en vain. Je voulais m'endormir pour ne plus penser, mais je flottais malgré moi dans un curieux état d'éveil. Je commençais à regretter la vie. J'y avais eu au moins mes repères, et là je flottais dans un état second, seul et sans but. C'était terrifiant. Je tournais et retournais en rond, maintenant très angoissé dans la cuisine. Que devais-je faire? Qu'allait-il advenir de moi? Étais-je en transit? Je n'y comprenais rien. Soudain mon regard se tourna vers le sol qui luisait. De l'eau? D'où provenait cette eau qui envahissait le sol? Je rejoignis prestement la salle de bain. Bon sang, la baignoire débordait furieusement. Mon corps même avait légèrement navigué pour se retrouver du côté des lavabos, dans une posture improbable, où mon vieux sexe se présentait outrageusement aux regards éventuels. C'était une vision insupportable. Instinctivement, je tentais de faire basculer mon corps sur le côté. Impossible. J'étais comme projeté en arrière lorsque j'essayais de m'en approcher. Le temps s'écoulait. Je devais m'apaiser. Je contemplais les photos de ma vraie famille. Ils étaient tous morts. Et je n'avais aucune descendance. J'avais légué mon argent et mes meubles aux pompes funèbres Morlot frères en remerciant d'avoir été ma seule famille d'adoption durant ces 60 années. De leur corbillard qui avait entamé le passage d'un pont, ils m'avaient vu sauter du parapet dans le fleuve glacé au frimas de janvier. Aussitôt ils étaient sortis de leur véhicule et ils m'avaient envoyé une couronne mortuaire en guise de bouée. Ils avaient appelé sans délai la police fluviale, laquelle m'avait extrait et hissé à moitié congelé mes vivants sur leur canot. Aussi loin que je puisse me remémorer, j'avais eu la présence de la mort en moi, enfant et adolescent. Elle m'avait hanté sournoisement. J'avais été une tête brûlée qui avait aimé la défier le jour sans la connaître vraiment, juste en la sentant rôder comme une hyène. La nuit, je lui avais échappé dans mes cauchemars les plus débridés. J'avais couru à perdre haleine pour lui échapper. Lorsqu'elle avait abandonné la partie, je lui avais fait la nique, comme un gamin en hurlant que j'étais toujours vivant. Une fois, elle m'avait presque rattrapé et frôlé comme un ectoplasme effleure sa proie. J'avais senti son souffle macabre courir dans mon cou et je m'étais réveillé à ce moment précis en sursentant pour me passer la main dans mon cou tout glacé. Après l'avoir désiré ardemment, avant mon suicide raté, j'avais décidé de l'attendre venir me cueillir sur la durée et tout faner plutôt qu'à la fleur de l'âge. Cela aurait été sa punition puisqu'elle n'avait pas réussi à me prendre jeune et par surprise. Elle aura attendu patiemment dans l'ombre mon accord pour me donner à elle. À la fin, à quoi se résumait ma vie? À une fuite d'eau qui répondait fortuitement à une fuite existentielle. Quant au reste, ce n'était que mobilier et bibelots sans importance, bien vite refourgués au plus offrant.
Liquidation. Simon Morland avait attendu la mort toute sa vie. Maintenant elle était là, mais non conforme à l'idée qu'il s'en était faite. Curieusement, comme la vie nous joue des tours, la mort pouvait-elle aussi se jouer de nous? On sonna à nouveau à la porte. C'était le voisin du dessous. Il sonna en rafale en appelant. « Monsieur Morland, vous êtes là? Répondez, monsieur Morland, c'est urgent. » En entendant ce barouf, madame Paul sortit sur le palier, puis elle s'exclama ahurie. « Mon Dieu, toute cette eau, que se passe-t-il? » Ça vient de chez monsieur Morland, et ça suinte à mon plafond. Le voisin du dessous était très énervé. Il s'était écoulé quelques heures depuis le décès, et l'eau découlinait maintenant dans l'escalier. Nous étions un samedi, et bientôt presque tous les habitants de l'immeuble, une dizaine de personnes, s'étaient rassemblés sur le palier de Simon Morland. Ah, voilà les Morlots. Ce n'est pas trop tôt. 2 employés montaient les marches 4 à 4. Le premier Morlot cria. « On arrive !» Le deuxième Morlot arriva en haletant sur le palier. « J'ai la clé de chez Simon. » Il ouvrit et tous se précipitèrent dans l'appartement comme des urubus en mal de charogne. La curiosité conduisait leurs pas qui pataugeaient sur le parquet imbibé. « Monsieur Morland ?» Un voisin du dessous s'écria. « Vite à la salle de bain. » Tous virent le corps de Simon Morland, dans toute la crudité de sa vieille nudité, immergé dans 30 centimètres d'eau. Les yeux grands ouverts, les bras le long du corps. Il figurait une virgule d'une blancheur livide arc-boutée contre le pied du lavabo. La scène était navrante. Simon Morland assistait à toute la scène d'intrusion dans son intérieur et à la violation de son intégrité d'homme. Une dernière fois, il paraissait aussi ridicule que cette situation était absurde. Il planait au-dessus de tous ces gens qui observaient son cadavre présenté à eux de la manière la plus obscène qui soit. Il était impuissant, comme coincé entre 2 mondes. Quelle ultime humiliation! 2 jours plus tard, le cercueil de Simon Morland rejoignit sa dernière demeure. Ce fut évidemment Morlot frère qui officia. Il n'y eut aucun cortège et personne excepté madame Paul pour se pencher sur le trou de l'inhumation. Elle eut lieu à l'heure prévue. À mesure que les pelletées de terre recouvraient la bière, Simon se sentait peu à peu disparaître, lentement, mais inexorablement. Et puis soudain, rideau noir. Pour Simon Morland, enfin la vraie mort commençait.